Allô, allô. Allô, allô, allô. Test, test. 1, 2, 1, 2. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vais vous laisser un petit peu vous installer, vous mettre confortablement sur vos chaises, dans votre espace. Aujourd'hui, on vous accueille dans le cadre d'un exercice proposé par le CESI qui porte sur un sujet, sur une problématique qui s'affiche à l'écran, qui a pour thème principal la cybersécurité et le social engineering. Donc, je me présente, je suis Raphaël, et avec Lucas, je serai seront ce soir vos animateurs, avec le concours des intervenants qui ont bien voulu intervenir sur les différentes parties de cette présentation. Avant ça, je vais laisser les directeurs des différentes écoles s'introduire. Donc je demande à M. Festor de l'école Télécom Nancy de venir. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Télécom Nancy. Je me présente Olivier Festor, je suis directeur de cette magnifique école. Et puis, accessoirement, je suis chercheur en cybersécurité. J'ai beaucoup travaillé sur de la recherche de vulnérabilité dans des systèmes communicants, couches protocolaires. J'ai beaucoup travaillé aussi sur de la recherche de vulnérabilité dans des réseaux pair à pair ou comment observer des systèmes pair à pair qui s'échangent entre l'Indonésie et la Chine. Comment je peux observer ça depuis la France? Et voilà, on a fait des choses extrêmement intéressantes avec des collègues, Thibaut Cholès par exemple, sur notamment dans la lutte contre la pédocriminalité. Donc joli contexte, très heureux de vous accueillir. Je vais juste dire quelques mots sur le cadre dans lequel se tient cette soirée, cette animation. D'abord remercier les collègues du CESI et son directeur d'avoir voulu que ça se tienne chez nous aujourd'hui. Donc on a un cadre sympa, vous êtes dans un endroit qui est payé par vos impôts, donc profitez-en. Donc l'école, 450 élèves formés, 150 par an, une formation en alternance, une formation initiale sous statut étudiant, mais surtout, et je vais insister là-dessus, la plateforme de cybersécurité de référence du Grand Est. Au premier étage, derrière vous, si vous continuez un petit peu, vous allez tomber dans une salle serveur dans laquelle il y a un outil qui s'appelle un CyberAnge. Ce CyberAnge, cette plateforme, elle coûte 1 million d'euros. Elle nous coûte 70 000 euros de maintenance par an. Mais elle a l'avantage d'être unique et de nous permettre de faire des formations très avancées sur les aspects cyber. À la fois en initiation, sensibilisation pour tous les élèves qui vont devenir des ingénieurs en informatique, mais aussi des gens dont ce sera le métier, la cybersécurité. Avec un élément important, enfin c'est juste un message pour vous, si parmi vous il y en a qui se dirigent vers des formations en cybersécurité, quelle que soit la formation vers laquelle vous allez. La cyber, c'est bien maîtriser les systèmes,
système d'exploitation, les réseaux, c'est encore mieux, parce que faire de la cyber sans savoir ce qu'il y a en dessous, voilà, il y a beaucoup de hype. Donc voilà, message, si vous voulez faire de la cyber, apprenez à comprendre ce que c'est qu'un système d'exploitation, ce que c'est qu'un driver, ce que c'est qu'un file system, comment marche un Unix, comment marche un Windows en détail, quelles sont les couches protocolaires, qu'est-ce que c'est que du HTTP, qu'est-ce que c'est que du HTTPS, qu'est-ce que c'est que du JavaScript, comment je peux bouger des choses, voilà. Il y a des choses très intéressantes. Pas beaucoup d'éléments, si ce n'est la cyber sur Nancy, je vais en dire quelques mots aussi. Là, je prends mon autre casquette, je suis directeur de Lorraine INP. Depuis février, et au-delà, je préside le groupe INP au niveau national. Cybersécurité sur le Grand Est, on a la chance sur Nancy, vous avez la chance d'avoir la réserve cyber, pas très loin, à la caserne juste à côté, avec une plateforme de cyberdéfense qui est le clone, un petit peu moins bien, enfin un petit peu moins staffé, mais le clone quand même, de la plateforme qui se trouve chez nous. Donc, ce qui nous permet d'échanger, de former aussi avec les collègues de la base de défense. Si vous souhaitez vous engager dans la réserve cyber, ce sont des choses qui sont tout à fait possibles, envisageables. Donc, posez-vous la question de consacrer du temps aussi à vous former, à échanger avec d'autres. Puis accessoirement, voilà, l'exercice militaire, ça fait du bien aussi de temps en temps. Social engineering, je vais m'arrêter là parce que bon, il se trouve que j'enseigne aussi en cybersécurité à différents publics. Il y a un très bon bouquin. Enfin, l'ingénierie sociale, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein, c'est pas quelque chose qui est né avec la cybersécurité. On le met beaucoup en avant aujourd'hui parce qu'il y a des pratiques qui viennent au travers des réseaux. Mais l'ingénierie sociale, ça date du début de l'humanité. Il y a un très très bon bouquin qui s'appelle « Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens ». Alors je ne devrais pas le dire parce que je vois qu'il y a des élèves de l'école dans la salle. Donc du coup, je dévoile mes secrets sur la façon de les influencer. Mais voilà, très très bon bouquin. Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Vous verrez, il y a plein de choses qui vous permettent d'avoir de l'impact sur les gens, puis qui sont utilisés en ingénierie sociale. Merci aux organisateurs, je vais passer la parole à mon collègue du CESI. Merci aux organisateurs, gros travail, hein. Vous êtes là depuis, j'allais dire depuis la nuit des temps, mais en fait non, depuis ce matin très tôt, si j'ai bien compris, ce qui vous permet d'avoir une régie absolument incroyable. Moi, j'ai jamais eu ça dans nos amphis, c'est chouette, puisque du coup vous streamez aussi, c'est ça ? Eh ben voilà, super, donc plus qu'à donner les adresses IP, puis on attaque. Voilà, passez une belle soirée, vous avez des intervenants vraiment intéressants. Donc apprenez, consommez avec modération, et puis profitez, et courage, parce que oui, on n'a pas de clim, hein, il y a les ventilos pour ça. Excellente soirée. J'enchaîne directement. Bonsoir à tout le monde, Sébastien Ring, je dirige le campus de Nancy sur 2 écoles sur les 3, donc pas l'école d'ingénieurs, comme ça c'est plus facile à décrire, mais sur l'école supérieure de l'alternance et l'école de formation des managers. Merci M. Festor pour votre accueil et votre allocution. J'apprends que vous étiez en fait finalement presque un intervenant potentiel. Voilà. Et moi je suis plus le profane, si vous voulez, du sujet, donc je ne vais surtout pas rentrer dans le détail parce que je ne vais pas du tout être bon. Cela étant, j'ai compris que sur les histoires de serveurs, réseaux, etc., nous on forme des gens comme ça. Donc c'est un bon début, et derrière ça pourrait arriver tout à fait ici sur l'exploitation de vos salles tout à fait expertes. Merci à tout le monde. Alors, bien sûr, vous allez avoir les conférenciers qui sont là. Moi, j'ai une attention particulière pour les collègues saisis qui vous ont accompagné aussi. Effectivement, vous l'avez rappelé, ça fait partie d'un exercice pédagogique sur lesquels précédemment il y avait plus de temps, et là vous l'avez fait plus hors temps d'école, donc c'était presque un projet associatif ce que vous avez fait. Et quand je vois les moyens matériels qui sont là, alors un grand merci à SOS Futur qui a amené ce matériel-là à travers le mécénat, les autres entreprises aussi qui ont accompagné financièrement et qui seront certainement rappelées, hein, je suppose, et qui ont permis d'avoir cette organisation un peu de grande ampleur.
Merci aux jeunes de Télécom. Alors je pense que vous êtes sur cette ligne-là, parce que je vous ai vu un peu opiner de la tête quand M. Festor était en train de vous interpeller. Merci d'être là aussi, parce que ça fait partie aussi, je pense, des interconnexions entre écoles. Et si on est là, effectivement, c'était pas pour dire qu'est-ce qui se passe, les locaux de saisie ne sont pas suffisamment bien pour accueillir des gens. Voilà, comme ça, non, au contraire, rencontrons-nous et à travers les échanges, il va se passer quelque chose. Moi, je dirais juste que si vous connaissez saisie directement ou indirectement, vous savez que moi, je m'occupe des filières sur lesquelles on part des informaticiens, des gens dans le marketing digital, le QSE, le BTP, le RH et la performance industrielle. Et si Télécom est un moyen d'interconnexion, ben, moi j'ai la prétention de dire qu'on a l'intention d'interconnecter les métiers et en particulier de les mettre sur la même posture professionnelle. Et aujourd'hui, l'exercice qui leur est demandé à eux, ces managers de systèmes d'information, c'est d'être dans cette posture de manager de projet. Et eux, entre eux en tout cas, ils étaient en train de s'interconnecter pour arriver à ce résultat qui, j'en suis sûr, sera très bon. Les salariés saisis de l'ombre, c'est ceux qui sont plutôt derrière. D'ailleurs, ils ne sont pas sur le devant de la scène comme moi. Mais j'ai vraiment une attention particulière parce que je crois que des fois très tard, jusque vendredi soir, on était encore au téléphone pour savoir si les goodies pouvaient arriver ou pas dans une actualité où il manque de matières premières avec cette histoire de guerre. La guerre, c'est aussi l'actualité finalement de la cybersécurité. Moi, j'ai jamais autant mis de remot de passe et de confirmer mes mots de passe pour mettre une cagnotte Litchi à 10 €, un truc comme ça. C'est quand même assez impressionnant ce qui se passe en ce moment. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir peut-être découvrir un peu pourquoi et qu'est-ce qui s'y passe et comment peut-être je fais partie de ces gens respectables, mais qui se font influencer pas très bien peut-être. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, on me dit, attention, il y a un timing à respecter. Donc merci à tout le monde pour votre présence physique. Pour ceux aussi qui sont en streaming, passez une très bonne soirée. Et surtout pour que ça se passe bien, posez-leur des questions. Il n'y a rien de pire que d'être là comme moi et de partir pendant 10 minutes et on se dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est moins pire qu'un Teams où il n'y a personne derrière l'écran en plus. Ça, c'est dramatique, je crois. Mais profitez de ce moment-là parce que le sujet, il est super intéressant. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Bon, vous aurez pu constater qu'on a un petit problème technique. On est en train de le résoudre. Avant tout, j'aimerais me joindre à mes collègues pour aussi vous remercier tous ici, puisque vous êtes un peu moins de 100, et je pense tout autant sur le stream, et vous méritez tout autant des applaudissements. Je vous en prie. Alors, comme l'a dit Raphaël, premièrement, merci à tous d'être là. Comme vous l'auriez constaté, je le répète, on a un problème technique. Ça arrive, ça a marché toute la journée. Malheureusement, ça ne marche pas en ce moment, mais ça va le faire. Je vous rassure. On fait au mieux. Je pense que vous le constatez. Donc voilà, je vous demande un peu d'indulgence. N'oubliez pas que ça reste un exercice pédagogique. Pour toutes ces raisons, je vous remercie d'être compréhensif. Alors on va commencer par remercier les différentes entreprises qui nous ont accompagnés dans le projet, que ce soit au niveau financier, au niveau de la participation ou finalement à tous les niveaux. Donc pour commencer, je propose à Jean-Yves Loiseau de chez Inetom. Vas-y Jean-Yves. Bonjour. Donc Jean-Yves Loiseau, Inetom. Inetom, c'est quoi? C'est une ESN de 27 000 consultants, historiquement un groupe français, répartis dans 26 pays, autour de 21 centres de services, dont 5 en France. Je suis accompagné aujourd'hui de Rémi Weber, que vous pourrez retrouver sur le stand d'après, chef de projet en cybersécurité pour des clients grands comptes, et de Mathieu Walter, un pur produit du CESI, qui a sa deuxième alternance chez nous, et qui intègre nos équipes en septembre, et j'en suis très fier, puisque c'est mon alternant. Voilà, donc il intègre nos équipes sur un métier de chef de projet et il œuvre grandement aussi bien sur les métiers de l'infrastructure que sur les métiers du développement et notamment autour de l'agilité avec un rôle assez récent de Scrum Master. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Nice Brian, donc je suis intervenant au sein du CESI. Je suis ingénieur cybersécurité au sein d'une boîte au Luxembourg. Merci Brian. Alors maintenant je vais demander à la société OCI, qui est représentée par la personne qui va venir, de vous présenter un petit peu la société. Ils ont participé financièrement et méritent leur petit moment de gloire. Bonjour à tous. Ça va ?
Moi je suis Chaban Estive, je suis le responsable technique des agences OCI Nancy, Metz et Luxembourg. On est ravis d'être le partenaire du CESI sur cette conférence. OCI, on est un groupe au niveau national, on a 26 agences en France, donc les agences les plus proches sont Nancy et Metz. Notre siège est basé à Strasbourg. Nous sommes un groupe d'environ 900 collaborateurs et on accompagne les PME, les ETI et les clients grands comptes sur 3 grands métiers qui sont axés autour du digital. Donc on les accompagne sur les métiers de l'infrastructure, système et réseau, sur les métiers de la gestion, où on développe et on est partenaire d'applicatifs métiers, et sur la partie web et digital. Voilà. Je tenais à vous remercier et à vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup. En dernier, on va remercier SOS Futur qui malheureusement ne pourra pas se présenter eux-mêmes puisqu'ils sont actuellement en régie. Donc vous pouvez voir la régie qui se trouve en haut à droite, là-haut. Donc c'est quand même du beau matériel qui a été ramené. Donc SOS Futur, c'est une société d'assistance informatique, que ce soit aux professionnels ou aux particuliers. Donc ils font de l'infogérance, entre autres, de la régie et ce genre de prestations informatiques. Donc on vous invite grandement à visiter leur site et à vous renseigner sur les différents partenaires qui nous ont accompagnés. Alors, peut-être qu'on va y arriver. Vous êtes bien installés? Ça va bien? Passez une bonne soirée? Et enfin, on vous propose la dernière présentation, donc Adista. Bonsoir à tous, donc Sébastien Genreau, je suis responsable recrutement pour le groupe Adista. Déjà, je voulais remercier le CESI Télécom pour leur accueil, les étudiants de Cyberconf pour nous avoir sollicité en tant que partenaire. C'est toujours un plaisir de renforcer le partenariat puisque Adista, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe qui est né sur Nancy, dont le siège est à Maxéville aujourd'hui. On est un groupe qui se définit comme un opérateur de services hébergés, c'est-à-dire qu'on est à la fois opérateur télécom, on produit du service, des solutions pour nos clients, donc on fait de l'infogérance, et on est également un opérateur cloud, puisqu'on a 12 data centers en France, dont plusieurs sur Nancy. On est un groupe qui compte aujourd'hui 900 collaborateurs, 35 agences en France, donc on est parti de loin, parce qu'on est une PME de 48 personnes il y a encore une quinzaine d'années sur Nancy. Et donc on est en très forte croissance. On a un plan de recrutement d'à peu près une centaine de personnes, voire un peu plus par an. D'alternants également, puisque cette année c'est encore une vingtaine d'alternants qui vont rejoindre l'entreprise, dont des alternants du CESI. On a plusieurs parmi nos rangs, et on en aura encore de nombreux, je pense, dans les années à venir. Et donc aujourd'hui nous on recrute et on travaille sur des métiers qui sont très variés puisque ça va justement de la cybersécurité, les télécoms, tout ce qui est solutions IT. Donc nous on travaille sur beaucoup de domaines, c'est une offre assez vaste. On travaille pour des artisans, pour des PME, des PMI et des très grands groupes. Donc chez nous il y a beaucoup de choses à faire et donc voilà, c'est pour ça qu'on est aussi un partenaire de longue date du CESI, des étudiants, qu'on en accueille de nombreux. Et donc merci encore pour votre accueil. Merci à vous. Bon bah, il semblerait qu'on soit obligé de meubler un petit peu. Un petit peu, bon, on va meubler. Donc on va faire un petit tour un peu. Pour vous, le social engineering, c'est quoi? N'hésitez pas, levez la main. Tout au long de la présentation, de toute façon, on va vous questionner. Qu'est-ce que le social engineering pour vous? Il faut que le premier se lance. Alors si quelqu'un veut intervenir, j'ai un micro. Dites-le moi, levez la main. Super. On peut l'applaudir, hein. Le premier qui parle, c'est jamais évident. Allô? Ah c'est bon. C'est quoi? Allô, ok. Alors concrètement pour moi ce serait l'exploitation de la faille humaine dans le processus de pouvoir compromettre un SI.
Pour faire très simple. D'accord. Juste un système d'information. Qui d'autre qui veut se lancer? C'est très vaste le social engineering, vous allez le comprendre. Alors, il faut attendre que je me déplace. Hein. Je connais quelqu'un qui va vraiment suer. Hein? N'hésitez pas à vous présenter aussi. Hein. Pour moi, le sujet du coup est plus vaste et pas seulement pour les SI, mais même dans la vie de tous les jours, on pourrait utiliser le social engineering pour contrôler un peu les décisions des gens et voilà, plus largement contrôler ce que les gens font et voilà. Ok, je prends. On s'en rapproche. On s'en rapproche, mais c'est une définition qui se tient. Quelqu'un d'autre? Un courageux, personne? Bah quand même. Parfait. Oui, oui. C'est sur le vert. Et vérifier que le bouton est allumé. Ouais. Le micro est plus... 1, 2, 1, 2, 1, 1. Ça fonctionne? Non? Non, il n'y a pas. Oui. Voilà, c'est bon. Le social engineering, pour moi, ce serait l'exploitation des faiblesses psychologiques de différents humains, en fait, qui peut constituer une organisation. Donc en exploitant ces faiblesses-là, on peut, à des fins d'escroquerie ou de fraude, donc pour moi c'est ça, c'est vraiment utiliser en fait les failles que les humains peuvent avoir et leurs conneries, on va dire ça comme ça, afin de pouvoir en tirer un bénéfice souvent frauduleux en fait. On s'en rapproche grandement. Est-ce que le social engineering est technique pour vous? Est-ce que c'est du technique le social engineering? Non. Quelqu'un veut peut-être prendre la parole encore, non? Quelqu'un? Non? Social engineering, effectivement, c'est l'art de manipuler l'être humain par des biais cognitifs. Voilà. Le manipuler, pourquoi? Ah, ça sent bon. Le manipuler, effectivement, dans le but d'obtenir des informations, de compromettre un système d'information sur, effectivement, la base de la personnalité humaine. C'est-à-dire qu'on est tous différents. On a tous des manières de réagir différemment vis-à-vis d'une attaque. Et l'art du social engineering, effectivement, c'est de connaître la cible qu'on veut atteindre et d'exploiter ses moindres vulnérabilités en vue d'une action donnée. Et donc on dirait que ça fonctionne. Voilà, j'ai l'impression. Voilà. Ben, merci Jean-Yves. Donc on va pouvoir continuer. Hein. On a eu un petit problème technique. Donc, voilà, donc c'était les remerciements. Donc voilà, concernant cette conférence, comment on vous propose de segmenter la présentation? Donc, 4 grandes parties. Dans un premier temps, on vous propose de vous présenter le contexte et la problématique. Ensuite, Brian, ici présent, vous présentera les grandes lignes de ce qu'est le social engineering, de, entre guillemets, ce que Jean-Yves a déjà commencé à vous questionner, n'est-ce pas? Et ensuite, Jean-Yves vous présentera des grands cas concrets et des recommandations concernant ces cas concrets. Ensuite, nous conclurons comme habituellement. Alors, le contexte, la problématique, la voici. Nous en avons dégagé 2 grands mots-clés, cybersécurité et social engineering. Social engineering, vous avez déjà un petit peu... Voilà, on vous a déjà un petit peu questionné, mais la cybersécurité, non. Donc, qu'est-ce que la cybersécurité ? Alors, selon l'ANSSI, l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, une agence reconnue nationalement en France, pose la définition suivante. La cybersécurité, c'est l'ensemble des éléments qui visent à sécuriser non pas seulement les systèmes d'information, donc c'est-à-dire l'informatique, mais aussi la sécurité physique,
contre les cybercriminels, contre la cybercriminalité. Donc très rapidement, quelques chiffres. Vous pouvez voir que ces chiffres ont été publiés par l'Usine Nouvelle fin 2021, plus précisément décembre 2021. Et qu'est-ce que ces chiffres disent? Sur un échantillon de 210, voilà, alors normalement c'est des usines, oui exactement, voilà, 38% de ces entreprises déclarent avoir subi une cyberattaque les 12 derniers mois, donc c'est-à-dire dans l'année. Et sur ces 36% d'entreprises, 70% déclarent avoir eu une cessation d'activité au niveau de la production ou au niveau de l'organisation de leur entreprise. Donc c'est quand même assez grave. Vous voyez qu'en 2021, on est quand même sur des proportions assez élevées. Je rappelle qu'une cessation d'activité sur des entreprises de type industriel, c'est très grave. Hein, ça peut représenter plusieurs millions d'euros. En parlant d'euros, en parlant de budget, très intéressant, suivant cette même infographie, on a un petit peu la répartition des budgets concernant la cyberdéfense dans les entreprises. Et on peut s'apercevoir que 39% d'entre elles, de cet échantillon de 210 entreprises, je rappelle, hein, ne savent même pas combien ils mettent dans la cybersécurité. Vous imaginez un petit peu, bon, c'est pas concevable en 2022 de ne même pas savoir combien on met pour défendre son système d'information ou simplement défendre son bâtiment. Voilà, je vais laisser Lucas prendre la parole concernant l'évolution de la cybercriminalité. Merci Raphaël pour ton introduction. Alors vous voyez à l'écran s'afficher des données qui proviennent de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Alors ces données sont relatives au trafic de la plateforme. Merci Raph. Donc ces données sont relatives au trafic de la plateforme et on peut constater qu'il y a une légère évolution au fil du temps. En l'occurrence, 101% sur la dernière année, donc c'est quand même assez parlant comme chiffre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi ces gens qui viennent sur ce site, finalement, en fait, 85% d'entre eux viennent rechercher de l'assistance. Donc c'est déjà trop tard. Ils se sont déjà fait attaquer. Ils se sont déjà fait avoir. Donc finalement, on prend conscience assez rapidement qu'il y a de plus en plus de cyberattaques au fil du temps, qu'elles se démultiplient et qu'a priori, ce n'est pas une tendance qui va aller en se stabilisant. Donc si c'était un actif financier, on aurait pu parier dessus, mais bon, raté. Alors on a des données un peu plus directes pour attester qu'il y a de plus en plus de cyberattaques finalement à travers le temps. Par exemple, sur l'année 2020-2021, on a eu une augmentation de 135%, 139 autant pour moi, 139% du taux de piratage de messagerie. Donc je laisserai mes collègues plus tard détailler pourquoi les messageries sont un service particulièrement critique. Et enfin une dernière donnée, cette fois-ci 95% d'attaques supplémentaires, d'attaques rançongicielles. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut comprendre? Enfin, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Finalement, ces données, ce qu'elles nous montrent, c'est qu'il y a de plus en plus de cyberattaques au fil du temps. Mais nous, qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? Le social engineering. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une majorité des cyberattaques qui fonctionnent grâce au social engineering. C'est-à-dire que sans le social engineering, une majorité de ces cyberattaques ne seraient pas parvenues à leur fin. Alors depuis avant, je dis une majorité, parce qu'il n'y a pas de consensus officiel sur la proportion des cyberattaques qui exploitent du social engineering, mais finalement, on comprend vite que c'est un sujet qui monte en puissance. Si on ne le considère pas déjà puissant, il va le devenir. Donc même sans savoir ce qu'est le social engineering, on comprend que tôt ou tard, il faudra s'y intéresser. Et donc, pour introduire le sujet, je vous propose un petit questionnaire, un questionnaire introductif de 5 questions, donc c'est assez court, vous aurez le temps qu'il faut pour répondre. Ce questionnaire n'est pas du tout dédié aux experts, c'est-à-dire que n'importe qui est vraiment peut y répondre. Je vais afficher le QR code, ne vous en faites pas. Vraiment n'importe qui peut y répondre, et en fait c'est plus à but pas d'évaluation, mais vraiment pour comprendre le genre de questions qu'on va être amené à se poser quand on parle du social engineering. Donc pour comprendre que ce n'est pas un sujet technique ou des choses comme ça. Donc je vous affiche le QR code et je vous invite, pour ceux qui le veulent bien, à remplir le questionnaire. Voilà, donc je vous laisse un peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a juste perdu le retour. Oui. Donc,
Ben, je vois que vous êtes assidus, c'est sympa. Un grand silence. Tout le monde occupé à répondre à des questions. Magnifique. J'aimerais bien le faire. Je dis j'aimerais bien leur dire, mais ce serait mal vu, on est trop après. Bon, je vous laisse encore 1 minute ou 2. Dès que je vois quelques têtes se lever, on va enchaîner. Écoutez, je pense qu'on est bon. On est bon? Allez, on va enchaîner. Alors du coup, pour la première partie, Brian s'est présenté. Maintenant, je vous invite à le recevoir chaleureusement parce qu'il a beaucoup participé à ce projet. Il nous a bien aidé. Il nous a permis de lancer le projet, de le concrétiser. Donc, encore merci à toi, Brian, et je t'en prie. Donc, rebonjour à tous. Donc, tout d'abord, encore une fois, donc, merci d'être présent ici. Donc, merci à tous les partenaires d'avoir supporté, aidé ce projet. Et donc, bravo à vous. Belle promo. Alors, donc, moi, aujourd'hui, j'ai pour objectif de vous initier, de vous présenter, du moins, ce que c'est que le social engineering. Et le social engineering, c'est ni plus ni moins qu'un art, l'art de manipuler les gens, l'art de pouvoir faire à quelqu'un ce que l'on souhaite. Et donc, faire ce que l'on souhaite, ça peut prendre différentes formes. Brancher une clé USB, nous donner une information, ou tout simplement ouvrir un mail. Vous avez donc ici à votre gauche un schéma simplifié d'une attaque type par social engineering. La première étape est la récolte d'informations. Alors de nos jours, vous savez tous, LinkedIn, Facebook, Insta, tous les réseaux sociaux, on laisse beaucoup d'informations à tout le monde. Elle est accessible, elle est publique, et c'est grâce à ça qu'on peut être victime d'une attaque. La première partie, c'est la récolte d'informations. Et donc, ça va passer par connaître la cible, connaître son contexte, connaître son vocabulaire. En effet, on peut imaginer, par exemple, vouloir se faire passer pour un expert comptable et donc parler avec une tierce personne. Mais si on ne maîtrise pas le langage d'un expert comptable, les termes techniques, on va vite se faire démasquer. La deuxième étape, c'est le prétexte. On va essayer ici d'établir en fait une communication et se trouver un prétexte pour engager ici une communication, un premier point de contact avec la victime. Ça peut être par mail, par téléphone ou tout simplement dans la rue. L'objectif ici est de pouvoir communiquer avec cette personne, créer un lien de confiance entre la personne, la cible et l'attaquant. Après avoir bien évidemment établi le lien de confiance, là, à cette étape, l'attaquant pourra alors faire et mettre à mal ses actions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à cette étape, il pourra faire ce qu'il a prévu, faire brancher une clé USB, récupérer une information, ou, comme je l'ai dit précédemment, toute autre information qu'il souhaite avoir. Là, dans notre cas, la seule limitation qu'on aura, c'est vraiment l'imagination de l'attaquant. Il pourra essayer, il pourra tenter de faire de nouvelles choses tous les jours, etc. Bien évidemment, après avoir réussi son attaque,
il faut qu'il arrive à se retirer. Se retirer sans éveiller les soupçons. Parce que si on a réussi notre attaque et tout, mais que la victime a un soupçon, un questionnement, un doute, il pourra réagir rapidement et, à minima, contenir ici l'infection si l'objectif était de déposer un malware ou autre. J'ai peur qu'on voit les têtes. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Le social engineering a une très grande portée. On peut être victime de social engineering à n'importe quel moment. On peut, par exemple, être victime de social engineering par mail ou tout simplement au détour d'une conversation qui peut paraître pour vous lambda, banale ou autre. Bien que sa portée soit très grande, la détection quant à elle est très très difficile. En tout cas, moi personnellement, je n'ai pas encore reçu ma mise à jour pour dire ok, j'arrive à détecter maintenant tous les attaques en tant qu'être humain. Peut-être qu'un jour il existera des puces bioniques qui vont me permettre ici de détecter ce genre d'attaque, mais en l'état, pour moi, ce n'est pas encore possible. Comme je l'ai dit précédemment, la seule limitation qu'on aura ici, c'est vraiment l'imagination de l'attaquant. Si par exemple, il veut faire une attaque qui peut durer des mois, créer un contexte, une histoire ou autre, il pourra le faire. C'est seulement sa limitation, c'est seulement son imagination. Quand on parle de social engineering, généralement on va penser à du phishing ou du spear phishing. Alors pour les gens qui ne connaissent pas le terme de phishing ou de spear phishing, on peut simplement résumer le phishing comme étant un mail malicieux qui a pour objectif ici de récupérer des informations d'authentification, des informations d'authentification sur votre boîte mail, ou aussi simplement sur votre banque en ligne, par exemple. Le spear phishing, c'est une attaque par phishing, mais créée spécifiquement pour vous ou pour sa cible en général, une entreprise ou autre. Et ça, c'est possible grâce à quoi? Tout simplement parce que nous, on communique beaucoup. Vous savez, les entreprises, quand par exemple, ils vont chercher, ouvrir un poste, ils vont parfois demander, dans la technique en tout cas, certains prérequis. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui utilise par exemple tel antivirus, qui sait utiliser tel antivirus, qui sait utiliser tel système d'exploitation ou autre. Et tout ça, ça va permettre ici de construire un profil. On va profiler en fait la cible. Je vais ici vous présenter sommairement quelques sous-parties liées au social engineering. Alors, la première partie, c'est le SMS phishing, ou donc phishing par SMS. L'objectif ici, c'est de faire réagir la personne rapidement, dans l'urgence. Parce que l'humain, dans l'urgence, sous pression, pourra être amené ici à faire plus facilement des erreurs. Et c'est ce genre de résultat qui est attendu. Les QR codes. Alors, maintenant, il existe des techniques ici pour bypasser certaines protections liées par exemple au phishing. Il y a eu, il y a quelques mois de ça, une attaque dans un pays limitrophe ici qui utilisait en fait un scan, un code QR. Et donc concrètement, c'était quoi? C'était, on créait en fait un mail attirant pour attiser la curiosité de la cible et lui faire concrètement prendre son téléphone et ouvrir le code QR. Il existe aussi dans quelques pays des services de vélo à disposition au public, système de Vélib on va dire. Donc on a un QR code, on scanne le QR code, on paie pour la location du vélo. Ouais. Et là en fait ce qui s'est passé c'est que certaines personnes se sont tout simplement amusées à créer leur propre QR code et à les coller sur les QR codes légitimes. Et donc les personnes qui pensaient en fait payer le service de location de Vélib payaient en fait les pirates.
l'usurpation, donc, ou l'art de se faire passer pour autrui. Donc, comme j'ai dit, donc, dans la première étape, la récolte d'informations, on va essayer de s'imprégner en fait de l'environnement de notre cible. Tout ça pour idéalement se faire passer pour une autre personne. On va ici par exemple se faire passer pour un expert comptable, pour un client qui souhaite avoir des informations sur son compte, il a un petit problème d'accès sur son compte, etc. Ou aussi tout simplement pour le dirigeant d'une entreprise tierce. L'écoute passive, ça je pense qu'elle va être très simple à expliquer. L'écoute passive ici, c'est tout simplement écouter tout ce qui se passe aux alentours. Vous savez, on ne peut pas encore désactiver nos oreilles quand on ne souhaite pas écouter les gens, quand il y a quelqu'un qui nous parle, on ne peut pas le désactiver encore pour nos oreilles. Peut-être un jour. Là, en fait, je vais vous donner ici 2 exemples. Vous prenez par exemple le train pour aller à Lyon. Vous êtes dans le train et à côté de vous, il y a en fait une entreprise qui discute de données clientes, d'une potentielle offre de rachat ou autre. Et là, sans même le vouloir, vous allez l'écouter. Parce que, comme je dis, on ne peut pas encore les désactiver ses oreilles. Et donc, vous allez l'écouter. Il y a aussi d'autres possibilités. Nous, en être humain, on va parfois réagir à certains mots-clés. Par exemple, au détour d'une conversation, vous entendez votre prénom. Vous allez être de nouveau plus attentif. Attentif parce que vous allez croire qu'on parle soit de vous ou qu'on souhaite vous parler exactement. L'attaque par clé USB. Ça, je pense qu'elle va être très simple à expliquer. C'est vraiment en fait attiser la curiosité d'une personne en laissant des clés USB à disposition. On peut imaginer par exemple un attaquant qui va essayer de disséminer des clés USB un peu partout autour d'une entreprise avec le logo de l'entreprise. Donc moi, faisant partie de l'entreprise, je serais tenté de dire tiens, j'ai retrouvé une clé d'un collègue et je vais brancher cette clé ici pour voir à qui elle appartient. Il y a eu des faits dans le passé, dans le nord de la France notamment, où la gendarmerie a émis une alerte parce que chez certaines personnes, ils avaient retrouvé en fait dans leur boîte aux lettres des clés USB. Voilà, des clés USB qui étaient infectées par un malware. Aussi, une clé USB, on n'a pas besoin forcément d'avoir de grandes connaissances pour créer une clé USB qui peut être malicieuse. Vous avez ici à votre gauche, droite, des clés USB ici qu'on appelle des robbers de keys et qui vont en fait très simplement pouvoir être reprogrammés ici pour simuler un clavier. Et là encore une fois, la seule limitation qu'on aura pour cette partie, ce sera ce que le pirate ici aura prévu de faire avec ce code. Alors, dernier point aussi, je ne pense pas que beaucoup de personnes pensent souvent à ça, mais les poubelles. Ça peut paraître crade en effet, mais... Donc, les poubelles, en effet, ça peut paraître crade, mais beaucoup d'entreprises ici gèrent de la donnée. On a de la donnée ici, on manipule, on sauvegarde, on les supprime à un moment donné. Mais pensez-vous en fait à la donnée qui a été au préalable imprimée. Que pouvez-vous faire de ces données? Pour vous estimez que la donnée n'est plus utile, elle est obsolète. Donc vous allez simplement la jeter. Pour un attaquant ici, ça va être intéressant. Vous avez ici la référence client, une facture cliente, tout autre document intéressant. Chose intéressante avec cette technique, c'est qu'elle peut aussi s'appliquer, mais elle va aussi s'appliquer aussi à vous, dans votre vie personnelle. On reçoit pas mal de documents, parfois par un courrier, qui comportent en fait parfois des informations sensibles. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines de ça, j'ai reçu ma carte bancaire par exemple par courrier. J'ai reçu le code par courrier. Comment allez-vous traiter ce genre d'informations?
Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au social engineering, j'étais devenu parano. Parano au point de m'acheter une déchiqueteuse chez moi, broyer, déchiqueter les papiers, prendre les papiers qui étaient au préalable déchiquetés, les brûler, et ensuite mettre les cendres dans des sacs poubelles à 2 ou 3 mois d'intervalle. Voilà. Donc vraiment, en fait, parano. Et voilà. Parce que, ici, la sensibilité des données était pour moi ici très importante. Ouais. Alors, je vous ai ici donné quelques techniques de social engineering. Mais souvent, on pense que le social engineering est mené seulement par les grands méchants pirates, ceux qui nous envoient en fait des phishing ou des spear phishing. Alors, c'est vrai, ça fait partie d'une des populations qui utilise le social engineering. Mais on a aussi, sans forcément parler d'informatique, IT, les manipulateurs. Vous savez, sans forcément parler d'informatique, on a déjà rencontré, ou on côtoie des gens qui veulent tout contrôler, qui vont en fait user de leur capacité à manipuler l'humain pour arriver à leur fin. La partie commerciale, alors je n'ai rien contre les commerciaux, on soit d'accord? Ça peut être aussi la partie juridique, les juristes ou plein de métiers ici qui vont à un moment donné essayer de comprendre le social engineering et d'user le social engineering. Un exemple ici de la partie commerciale, c'est que vous achetez par exemple un objet d'une valeur de 1500 €. Okay. Sur cet objet, le vendeur vous sent réticent. Ok, je ne pense pas que la personne va vraiment acheter cet objet. Pas de souci, ce n'est pas tout. Grâce à notre offre promotionnelle, on va pouvoir vous ajouter ici par exemple cet objet ici d'une valeur de 300 €. Et vous, ça va augmenter la valeur perçue de ce bien ici, et donc augmenter votre intérêt pour celle-ci. Dernière étape, hein, bien évidemment, les gens qui utilisent le social engineering, et bien vous. Oui, vous utilisez le social engineering au quotidien. L'écoute passive, par exemple, c'est du social engineering. Vous souhaitez, par exemple, négocier une promotion. Ah, mon bon manager, j'ai fait du bon boulot cette année. Voilà. Essayez toujours, en fait, de faire du social engineering pour vivre au quotidien. Les gens vont faire du social engineering, parfois volontairement, parfois involontairement. Comment cela est possible? Pourquoi le social engineering fonctionne encore en 2022? Eh bien tout simplement parce qu'on est humain. Et comme on est humain, parfois on prend des décisions sans avoir toutes les informations. Quand je parle de ça dans mon entourage, on me dit que non, ce n'est pas un défaut, c'est ce qui fait d'un bon leader. Il sait prendre les décisions sans avoir toutes les informations. Ça se discute pas. Il y a des écoles pour tout. Pour le coup, il y a aussi la notion de prendre des raccourcis dans nos réflexions. Et ça, c'est possible grâce à 6 grands principes. 6 grands principes ici qui ont été mis en valeur ou démontrés en tout cas dans un bouquin écrit donc par le docteur Robert Cialdini, ici, sur le comportement humain. Et on va essayer ici de survoler rapidement. Alors encore une fois, ce n'est pas un cours que je dois vous faire, mais vous survoler rapidement et vous présenter ici 6 grands principes. Le plus grand principe ici, c'est la cohérence. La société actuelle veut qu'on soit tous cohérents dans nos propos. On doit, dès qu'on dit quelque chose, s'y tenir, sous peine en fait de passer pour une personne non cohérente, incertaine ou autre. Un exemple ici que j'aime bien prendre, c'est je suis vegan, sauf du lundi au dimanche quand je mange un bon steak. C'est ok, je suis vegan, ok, mais je mange mon steak à chaque repas, tranquillement. Là, on paraît incohérent face à la société par rapport à ce qui est en fait la définition du véganisme. La réciprocité. La réciprocité, c'est un simple contrat imaginaire qui est mis ici entre 2 personnes ou plus. Je te fais une faveur, tôt ou tard, tu devras me rendre une faveur.
Pour les gens de Game of Thrones, hein, c'est comme Lannister paye toujours ses dettes. Voilà. Là, ici, avec la technique de la réciprocité, on va ici, quelqu'un va nous proposer de nous rendre un service et on sera obligé tôt ou tard de lui rendre l'appareil sous risque de passer pour une personne égoïste ou ratée. La preuve sociale. Alors, un exemple ici intéressant, c'est que quand un bon nombre de personnes font la même chose, c'est qu'on va estimer en fait, on va prendre un raccourci, on va se dire ok, c'est la bonne chose à faire. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est le cas d'un restaurant. Il est midi, vous allez manger, vous avez 2 restaurants face à vous, avec un tarif équivalent. Le restaurant A est vide, le restaurant B est bondé. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Que le restaurant B, du fait qu'il soit bondé, est plus qualitatif. Et donc, on aura ici tendance en fait à vouloir s'orienter nous aussi dans le restaurant B. L'autorité, ou plutôt la soumission à l'autorité. Donc, généralement, dans le contexte actuel, dans la société actuelle, on va ici se soumettre à une autorité. Ça peut être gendarme, la police, manager, PDG ou autre. Donc là, vraiment, c'est la soumission à l'autorité. Puisque l'autorité me dit de faire ça, je vais l'écouter et je vais faire ce qu'il me demande. Un exemple ici, c'est vous êtes à un carrefour, le feu est vert, sauf que il y a un gendarme qui vous dit de vous arrêter. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écouter l'autorité. Pourquoi? Parce que sinon, vous avez des sanctions, des conséquences ou autres. La sympathie, c'est le fait de tout simplement de dire oui plus facilement aux gens qu'on aime. Quand on est parent, par exemple, on essaie toujours on fait le maximum pour rendre heureux nos enfants. Ils veulent quelque chose, on va faire le nécessaire pour qu'ils l'aient. Et ça, pourquoi? Parce qu'on les aime. Et donc là, c'est un sentiment ici qui pousse en fait à faire plus de choses ou à faire des choses que vous ne pensez pas pouvoir être capable de faire parce qu'on aime la personne qui vous demande. La rareté. La rareté ici, c'est un point qui est assez intéressant puisque elle va varier, elle va aider en fait à la variation de la valeur d'un bien perçu. Alors je m'explique. Vous avez sans doute déjà commandé ou essayé de voir un peu les prix de billets sur Internet. Parfois, vous avez une offre limitée, si vous prenez pour telle date ou autre par exemple, le prix du billet ici qui est disponible, qui va rester bloqué pour vous pendant 15-20 minutes. Cet objectif ici a pour effet de vouloir en fait vous motiver, vous pousser en fait à prendre ce billet, puisque dans 15-20 minutes, le billet ne sera plus soit valable pour vous, ou soit le prix pourra changer. Pareil, dans le contexte par exemple de la recherche d'un bien immobilier, vous voulez acheter une maison, vous voulez louer une maison ou autre. Donc, vous allez faire la visite et à la fin, on va vous dire généralement, écoutez, si vous êtes intéressé, merci de faire parvenir rapidement votre dossier, puisque j'ai vu d'autres personnes qui, eux, sont également intéressés et qui ont un très bon dossier ici à me fournir. Donc là, on va rentrer en concurrence avec eux et donc, on va essayer ici d'obtenir ce bien à tout prix. La valeur de ce bien a augmenté drastiquement. Alors, derrière ces noms assez intéressants, la porte-nez, le pied dans la bouche ou le toucher, ce sont en fait des techniques d'ingénierie sociale qui sont utilisées pour arriver à nos fins. Concrètement, dans la porte au nez, c'est en fait réaliser ici une première demande qui va en fait amener la victime à accepter une seconde demande plus contraignante pour elle. Je m'explique. Ici, par exemple, généralement dans certaines villes, vous allez avoir ici pendant que vous êtes dans le chemin, par exemple, sur la route, vous allez parfois être arrêté par des tierces personnes pour vous demander
si vous avez quelques minutes pour répondre à un petit formulaire, à une petite question. Alors, vous dites oui. À la fin de ce questionnaire, vous avez ici, écoutez, merci d'avoir pris de votre temps. Accepteriez-vous ici de souscrire à notre newsletter pour 2-3 euros par mois, par exemple? Parce que vous avez déjà dit oui dans la première étape, vous serez plus enclin en fait à accepter cette demande, puisque sinon, vous ne serez pas cohérent avec ce qui vous a été demandé au préalable. Donc, le pied dans la bouche. Alors, c'est pas une technique de karaté ou autre, non, soyons clairs. Le pied dans la bouche, en fait, ça va être une technique où j'ai été moi-même en fait victime au préalable, avant. C'était quand on reçoit en fait un appel commercial, un appel marketing, les télémarketeurs par exemple, quand on vous appelle pour répondre à un sondage. Le pied dans la bouche consiste simplement à poser une question qui peut paraître dérisoire pour vous, mais par exemple c'est commencer la conversation avec un « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ?»« Je vais bien, je vous remercie. » « Très bien, je suis content que vous soyez bien aujourd'hui. Auriez-vous quelques minutes à m'accorder ?» Il y a eu dans le passé ici des analyses, des recherches qui ont été menées et qui ont démontré que en faisant cette petite formulation, les personnes étaient plus enclins à répondre aux questions. J'ai été moi-même aussi plus facilement, je répondais plus facilement aussi à ces questions. Et le dernier ici, qui est le toucher. Alors, le toucher ici, technique qui n'a pas forcément bien marché en période de Covid, bien évidemment, la distanciation sociale exige. Mais en fait, le toucher, c'est quoi? C'est établir un contact physique avec une personne pour créer une connexion, un lien entre vous et la personne. Généralement, ça va être un toucher au niveau de l'avant-bras, des épaules, etc. Ça crée en fait une intimité entre vous et la personne que vous touchez. Et là, en fait, ça aidera la personne en fait, à accepter la requête. Puisque vous êtes sympathique, il y a un certain point, un lien qui vous unit. Et donc tout ça va vous aider en fait à accepter la demande. Je vais finir cette partie par une petite phrase comme ça. Tout simplement, à la fin de la soirée, quand quelqu'un va venir vous parler, après la soirée par exemple, ou dans votre vie quotidienne, la première chose que vous allez vous dire maintenant, c'est pourquoi vient-il me parler? Qu'est-ce qu'il veut récupérer? Pourquoi il est gentil avec moi? Pourquoi il m'a touché le bras? Ça sent mauvais. Et voilà. C'est tout pour moi pour ce soir. Merci à vous. Merci Brian encore pour ton intervention. Donc on va passer au chapitre 2, donc cas concrets et recommandations. Je pense que les explications de Brian étaient assez fluides. Maintenant vous avez découvert un petit peu ce qu'était le social engineering au travers de quelques techniques, de quelques méthodologies. Maintenant je vais vous demander d'accueillir chaleureusement Jean-Yves Loiseau qui nous a aidé à concevoir la partie cas concrets recommandations. Donc du coup, il va falloir que je me mette sur le côté parce qu'effectivement, on est censé avoir un écran ici qui n'est pas fonctionnel et il y a quand même un petit peu de choses écrites. Tout d'abord, pour reprendre les propos de Brian et vulgariser un petit peu ce qu'est le social engineering, pour moi, c'est deux volets. La collecte de données et le deuxième volet, c'est le culot. Et il n'y a pas de limite au culot. Ils ont de l'imagination. Vous en avez aussi plein. Vous avez entendu parler de plein d'histoires. Si on revient sur les chaînes de vulnérabilité, en partant de la conception à l'exploitation, qui ont leurs critères sécuritaires aussi, on va s'intéresser, vous l'avez compris, au facteur humain. Facteur humain dans le but de vous manipuler en vue de prendre des données, d'exploiter des failles de votre système d'information, des failles de votre personnalité. Comment ça fonctionne? Brian l'a rappelé, il y a un certain nombre de leviers qu'on appelle aussi des biais cognitifs. On a mis le focus sur 5 leviers. Il faut savoir qu'il y en a plus de 200, 250. Ces leviers, couplés à des sentiments,
peuvent générer une action. Il faut savoir que toute action portée à une personne entraîne une réaction. Je m'explique. La collecte de données va permettre à un pirate de cartographier votre profil psychologique. On réagit pas tous pareil par rapport à la peur, par exemple. Des gens qui se font agresser vont se figer, d'autres se mettre en boule, d'autres répondre, d'autres courir. On a tous des typologies différentes de réagir. Ces leviers cognitifs associés à l'appel au sentiment permettent de cartographier votre personnalité, associé à de la collecte de données, mener une attaque ciblée vis-à-vis de la cible. Je vous renverrai donc vers l'expérience de 1000 grammes. Elle est assez simple et je vais la synthétiser. On a 2 acteurs, on a un sujet. Le but de cette expérience, c'est de mesurer la soumission à l'autorité. Si on regarde l'expérimentateur qui est à droite, c'est quelqu'un en bout de blanche qui représente l'autorité. L'élève est lui aussi un acteur, a une série de mots à retenir, une trentaine de mots. Il doit les restituer. À chaque erreur, le sujet doit lui infliger un choc électrique, choc progressif. C'est une expérience qui a été menée en 1963. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que 65% des gens ont été infligés 450 volts à ce faux acteur. Il lui a rien arrivé, c'était des cris enregistrés. 65% des gens ont fait quelque chose à l'encontre de leurs convictions, infliger de la souffrance à autrui. C'est un constat plutôt effarant. L'autorité. L'autorité, on fait n'importe quoi, même aller à l'encontre de ses convictions. Alors si je prends des cas concrets, on va prendre des cas numéro 1. Alors il se présente, il s'appelle Henri, il a réussi sa vie, il est heureux. Ceux qui ont moins de 40 ans ne peuvent pas comprendre. Mais c'est monsieur tout le monde, c'est votre père, c'est votre mère, c'est votre oncle, c'est votre tante. Et en tant que professionnel de l'informatique, vous avez aussi potentiellement un risque et un rôle à jouer dans l'acculturation de ces personnes qui n'ont pas connu l'informatique. Ils ne sont pas nés avec, c'est rentré progressivement dans leur foyer, ils s'y sont mis tout doucement. Et donc son fils, un jour, qui est au CESI, qui est en école d'informatique, lui a offert un smartphone, rester en contact, pouvoir gérer ses comptes plus facilement, pouvoir aller consulter ses mails. Puis sorti d'une période Covid, toutes ces personnes qui n'étaient pas forcément dans l'informatique, en 2 ans, elles ont eu le temps de s'y mettre. Mais est-ce qu'elles ont réellement les bonnes pratiques? Est-ce qu'on leur a expliqué que les données qui allaient être publiées sur Internet seraient potentiellement consultées, récupérées, diffusées, utilisées? J'en suis pas sûr. Et nous, dans notre comportement de tous les jours, parce qu'on est tous identifiés comme Spock en informatique dans nos familles, parce qu'on fait de l'informatique, nos réflexes, c'est quoi? C'est je prends le téléphone, je résous le problème, je redonne le téléphone. À aucun moment, je ne communique, ou j'acculture, ou je sécurise, ou je sensibilise. Donc en synthèse, ce monsieur, effectivement, il est sur les réseaux sociaux, il publie, il like. Son profil Facebook, il n'est pas forcément super sécurisé, c'est-à-dire ses publications à tout le monde. Les amis des amis, et ainsi de suite. On sait sécuriser un Facebook, lui, il ne s'est même pas posé la question. Son but, c'est de rester en contact avec sa famille. Il va gérer ses comptes bancaires de son smartphone. Effectivement, il a l'application, c'est vachement bien. On peut faire des virements, on peut aller consulter ses comptes. On est au restaurant, on sait où on en est. La gestion de ses documents, effectivement, ça fait longtemps qu'il a un PC chez lui, il envoie des mails, il numérise. Il a 59 ans, donc à un moment il a dû acheter une maison, il a dû numériser des documents, les envoyer à sa banque. Les documents sont dans les éléments envoyés. C'est un utilisateur non expert, effectivement, quand il est dans un lieu public, au restaurant, téléphone, il a encore du mal, ne serait-ce que pour décrocher et aller sur la partie droite, c'est compliqué pour lui. Donc dans des lieux publics, il se met une bulle. Ça ne le dérange pas, il ne regarde pas si on regarde par-dessus son épaule. Est-ce qu'on a regardé comment il déverrouillait son téléphone? Parce que d'un point de vue sécurité, on ne l'a pas forcément super bien sécurisé, accompagné. J'en parlais tout à l'heure, installation réalisée pour autrui. C'est vous, c'est moi, on prend le téléphone, tiens papa, je te fais un cadeau, tu vas voir, c'est vachement bien, ça va te changer la vie. Effectivement, ça change la vie. Et comme je le disais, le manque de visibilité sur Internet et sur les données web. Et là, est-ce que, dans son état d'être, il a ce réflexe d'aller dans Google, taper son nom, son prénom? Toutes les données sensibles des pirates, il les connaît, vous les connaissez aussi. Il ne va jamais aller dans Internet, taper son nom, son prénom, aller essayer de taper son adresse mail, regarder si sa date de naissance est présente. Il ne va pas aller regarder dans Google Images.
Sur les publications Facebook, à aucun moment il va aller voir s'il a été liké. Il n'a aucune connaissance. Et vous, en tant que professionnel d'informatique, vous l'avez cette visibilité. Vous devez protéger ces personnes et de vous protéger vous-même. Googleisez-vous. Vraiment, c'est important. Allez faire la chasse aux données qui sont présentes parce qu'elles peuvent être exploitées. Donc, il a subi quelques tentatives parce qu'il n'est pas bête quand même. Il a de la famille qui bosse dans l'informatique, c'est-à-dire que tous ces SMS, effectivement, avec l'appel du faux banquier potentiel, il n'y croit pas. À aucun moment, il a eu 800 €. Il ne voit pas d'où ça vient. Il a reçu aussi des mails lui demandant de s'authentifier pour un achat de 45 € qu'il n'a pas réalisé. Il n'y va pas, il sait qu'il ne doit pas y aller. Nouvelle carte vitale, d'ailleurs une arnaque il n'y a pas très longtemps, avec notamment beaucoup d'étudiants qui ont répondu, où on vous proposait de vous rembourser 480 €. Veuillez cliquer ici, saisissez vos comptes bancaires. Il faut savoir que sur cette arnaque, c'est beaucoup des jeunes, des étudiants qui se sont fait avoir. Effectivement, l'appel du gain quand on est étudiant, c'est toujours intéressant. Maintenant, la question à se poser, c'est si j'utilise des données qui sont collectées et que je personnalise ce message. Supposons que M. Henry, il est parti en vacances, il a mis des photos sur Facebook, il a expliqué où il allait, il a mis une petite photo du restaurant avec qui il était. Il reçoit un appel de son banquier. Bonjour monsieur, je crois que vous étiez en vacances, il y a une série de prélèvements, restaurant, boutique, tout le monde va dans une boutique. Par contre, il y a un retrait que je ne comprends pas, 640 €. Est-ce que ce n'est pas un truc frauduleux? Monsieur Henry va dire si, j'ai jamais dépensé 640 €. Ok, je vais vous envoyer une notification dans votre appli banque. Merci de la valider, la notification, parce que Monsieur Henry s'est fait voler sa carte bleue ou elle est fraudée tout simplement. La petite notification qui permet de valider l'achat. C'est du bingo pour le pirate. Il a utilisé des données de Facebook, il les a contextualisées et il a tenté son approche. Je pense que Monsieur Henry, il est beaucoup plus enclin à croire que c'est son banquier qui lui a juste dit qu'il avait été en vacances et qui lui a fait une somme de dépenses parce que des photos étaient postées sur Facebook. Maintenant, quel risque vous identifiez? Risque autre ou quelle solution de contournement? Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez rentrer chez vous? Parce que vous avez tous identifié quelqu'un qui est dans cette situation, dans votre famille, un de vos proches. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-y. Levez la main, peut-être plus simple. Vous n'avez pas d'idée? Oui. J'arrive. Est-ce qu'on peut lui passer le micro? Je dirais qu'il faut prendre des mesures concrètes. Je sais pas, comme écrire, si possible, écrire un guide. Moi, je vois mes grands-parents notamment. Il faut écrire un vrai guide et leur imposer de s'y tenir. Sur qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on peut pas publier, la vie publique, la vie privée. Sécuriser justement, si c'est pas fait, sécuriser toutes les applications où on peut, notamment Facebook, comme vous avez dit. Alors lui écrire un guide, c'est très bien. Le guide, vous en avez combien chez vous des guides? Des trucs qui traînent dans les tiroirs. C'est des habitudes en fait. Le téléphone, et puis vous les premiers, vous utilisez votre téléphone sans même regarder sur quoi vous cliquez. Ça va tellement vite, on répond, hop, j'ai reçu un texto. Lui, il essaye de faire pareil, mais il n'y arrive pas. La seule différence, c'est qu'il a une bulle. Donc effectivement, à moins que quelqu'un veut rebondir aussi. Il y a une autre personne qui veut prendre la parole, non? Donc effectivement, pour cette petite histoire, voilà. Monsieur Henry, en fait, il s'est fait voler son téléphone. Voilà. Et Monsieur Henry, vu qu'on lui a mis un... Alors je ne sais pas si vous voyez bien le G pour déverrouiller son téléphone. Monsieur Henry, il était dans un restaurant. Quelqu'un a vu le G. Son téléphone, il a été volé. Déverrouillage simple, accès aux applications. Fraude, virement bancaire, usurpation, vol de données. Rappelez-vous la double authentification quand vous voulez réinitialiser votre code de banque. On vous envoie quoi? Un SMS, un email. Tout est sur le téléphone. On lui a juste volé son téléphone parce qu'il n'était pas sécurisé. Usurpation, compte, élément envoyé, document, transfert à une boîte. On verrouille le téléphone, on le remet à côté de Monsieur Henry. Monsieur Henry, il n'a rien vu. Le but, c'est pas de vous faire peur, hein. C'est simplement que vous preniez conscience en rentrant chez vous que potentiellement autour de vous, il y a des gens qui sont très très vulnérables. Et effectivement, pour parler de
de la grand-mère qui n'a absolument pas un smartphone, qui n'a pas Internet, il faut savoir qu'il y a des fraudes qui existent. Il n'y a pas beaucoup de données sur cette personne, effectivement. Mais généralement, à cet âge, malheureusement, on a potentiellement perdu plein de gens. Et on a toujours des publications sur Internet faites par les journaux. Et il y a des petits malins qui s'amusent à appeler derrière ces publications, se faisant passer par exemple pour les pompes funèbres. Il faut les préserver, il faut les acculturer en fait. Et il y a même des personnes, il faudrait peut-être mieux les mettre sous tutelle informatique effectivement, parce qu'on sait qu'elles sont à risque et que c'est dans l'intérêt. Un compte juste pour Facebook, tout ce qui est compte, tout ça, c'est pas sur le téléphone ou c'est sur une autre adresse de messagerie qui n'est pas présente sur le smartphone. Il faut se poser les bonnes questions et avoir cette prise de hauteur vis-à-vis de ces gens vulnérables. Donc effectivement, j'en parlais, les sensibiliser sur le contenu diffusé sur Internet, la vigilance sur l'identité et la localisation. On ne partage pas sur le fait qu'on est en vacances, par exemple. Sensibiliser sur les données sensibles, sur la diffusion des informations personnelles, et effectivement renforcer le mot de passe. Ils ont tous un compte, un mot de passe unique pour accéder à tout. C'est magnifique. Et donc, j'ai vu 2-3 têtes se poser tout à l'heure sur la slide 38, quand je vous disais de vous googliser. On vous a rappelé que l'art du social engineering, c'était l'art de manipuler les gens. Alors, je prie que vous ne soyez pas sur le réseau du FISI, mais imaginez qu'on ait installé une petite distrib Linux, qu'on ait fait du DNS spoofing, qu'on renvoie tout le flux de données vers cette distrib Linux, et que vous êtes en train de taper des données sensibles pour voir ce qui est présent sur vous sur Internet. Quand vous êtes rentré, vous n'aviez pas prévu de taper des données sensibles dans une salle, dans un amphi. C'est ça le social engineering, l'art de manipuler les gens pour les emmener à réaliser une action qu'on va pouvoir exploiter ensuite. Le cas numéro 2, c'est un cas d'une entreprise, effectivement. Donc c'est une mère et une fille. Peut-être que je le garde ça. Une mère et une fille qui travaillent ensemble. La mère a tendance à vouloir transférer toute son activité auprès de sa fille. Une société qui est répartie sur 5 sites, 250 collaborateurs, c'est une société de transport. Sa fille, donc ultra connectée, sa mère l'est un peu moins, elle a Facebook. Dans son activité, elle utilise le pack office, elle utilise un ordinateur. Sa fille, elle est ultra connectée, 12 heures par jour, pas le temps de s'intéresser à des activités de gestion. Son boulot, c'est de faire de l'opérationnel et de gérer ses chauffeurs. Donc une situation plutôt anxiogène entre la mère et la fille, et un transfert d'activité qui prend du temps. Donc voilà, pour recontextualiser, c'est une entreprise créée en 1988, il n'y avait pas de système d'information. Ils sont dotés d'un ERP. L'ERP a généré l'installation d'un serveur, une dizaine de postes par site, et une maintenance réalisée par le petit mainteneur du coin, celui qui vient juste pour dépanner. À aucun moment il sécurise quoi que ce soit. Son but, c'est de gagner de l'argent. Vous avez un problème, je viens le résoudre et je repars. Donc l'organisation, j'en ai parlé effectivement, avec une organisation plutôt ISO entre les sites, avec une forte autonomie financière pour chacun des sites. Et au niveau des employés, effectivement, on a des régulateurs, entre 80 et 100% sur l'ERP, très peu de stockage, très peu de mails. Leur boulot, c'est de gérer du transport. Un camion part, un bon de transport, ça repart, et ainsi de suite avec de la localisation. Les secrétaires comptables, donc elles, beaucoup plus enclins à utiliser la messagerie, à utiliser les différents outils bureautiques, et le personnel navigant qui n'est pas du tout sur un PC. D'accord. Donc la situation de l'entreprise, effectivement, c'est une entreprise connue et reconnue. Une volonté de cession des activités et une situation anxiogène entre la mère et la fille. Elles ne se parlent plus, en fait, concrètement. Ils ont des projets d'investissement, de développement, donc des projets de flocage de véhicules, des projets de façade. Ils ont aussi en vue de renouveler les tenues du personnel navigant. Voilà. Alors pour un pirate, la cible c'est quoi? La cible elle est claire, obtenir de l'argent, obtenir des données. Comment il va s'y prendre? Il va s'acculturer, il va approcher personnellement certaines cibles, il va profiter de l'absence de la dirigeante qui a publié sur Facebook qu'elle allait partir en vacances. Et son but, son accomplissement, voilà.
Allez, bien, ouais. Donc voilà, on va partir de la collecte de données. Donc il va commencer par regarder les clients de l'entreprise, les partenaires, les fournisseurs. Pour vous, dans votre tête, le but c'est d'arnaquer cette société. Pour lui, dans sa tête, il se définit des nouvelles cibles et ses cibles d'après. C'est comme ça qu'il fonctionne, c'est son travail en fait. Connaissance du jargon, effectivement, on n'approche pas une société de transport comme on approche un cabinet médical. Il faut un minimum s'acculturer à l'entreprise. Définir les rôles et les organisations de chacun au sein de l'entreprise, essentiel. Et ensuite aller un peu regarder, fouiller sur Internet, organiser de la collecte de données sur des articles de journaux, des faits marquants vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de certains collaborateurs identifiés. Son étape d'après, ça va être d'intégrer l'écosystème. Dans ce cas de figure, en fait, il a créé des faux comptes de réseaux sociaux et il souhaitait se faire passer comme un maître d'œuvre capable de prendre en charge ses travaux. Parce que vous l'avez compris, la fille, elle n'a pas le temps de gérer ça du tout. 12 heures par jour, c'est déjà pas mal. Il a créé une fausse adresse de la dirigeante. Il a tenté une approche sur les réseaux sociaux. Il s'est abonné à vos forums, au partage. Voilà. Il a partagé des centres d'intérêt avec ses victimes. Une acculturation progressive. Il postait des fausses publications. C'est-à-dire il a créé une page Facebook d'une fausse société. Il a créé des profils, ça a entouré toute la société, et puis on faisait du partage. Un tel a réalisé des travaux pour moi, et tout ce qui va bien. Donc au bout de quelques semaines, en fait, il faisait partie de l'écosystème au niveau des réseaux sociaux, et donc tout le monde était plus ou moins acculturé. On a vu une publication sur ce mec. Et puis il a profité de l'absence de la dirigeante pour tenter une approche téléphonique et physique. Et donc il y a l'acte d'engagement, effectivement. Voilà, il a identifié ces personnes qui étaient ciblées. Il a envoyé un mail frauduleux de la boîte de la fausse dirigeante, mail frauduleux où il a intégré des éléments collectés. Bonjour madame, donc ça laissait penser à un échange entre le pirate et la dirigeante. Bonjour madame, ah d'accord, vous partez en vacances, et comment va votre petit chien, et ainsi de suite. Pour finir sur, je te mets en contact avec telle personne qui va s'occuper des travaux à notre place, de gérer tout ce qui est aspect budget, tout ce qui est aspect génération de devis. Cette personne, elle a créé des faux devis, et quand on pense à Monsieur Henry et ses comptes potentiellement usurpés, je vous laisse imaginer que le RIB qui était en bas, ce n'était pas celui de la vraie société. Il a eu une présence renforcée sur site, effectivement, il venait, il discutait avec les secrétaires comptables, il discutait avec la fille, il était présent. Et la conséquence, c'est effectivement des ordres de virement qui ont été opérés, des documents qui ont été volés, comme on peut le voir ici. Montant du préjudice, 40 000 €. C'est pas énorme, mais pour une petite entreprise, c'est quand même pas mal. Il s'est fait virer tous les acomptes de 30% des faux devis, en fait. Voilà. Vol de documents. Et tout part de quoi? Collecte de données. Je rentre dans l'écosystème. Je pars d'un mail frauduleux. Donc effectivement, pour ces entreprises qui ont juste un petit mainteneur à côté qui vient, il y a quand même un petit peu de boulot. Donc effectivement, politique de gestion des mots de passe, verrouiller sa session quand on se lève. On a tous, je pense que vous connaissez des petites entreprises, personne ne se lève en verrouillant sa session. On se lève, on va se servir un café, on revient à son poste de travail. Si vous avez un mec comme ça dans votre bureau, en 10 minutes, il vous fait un carnage. La sécurité physique, il y a des zones dans une entreprise où on n'a pas le droit. Voilà, la salle serveur, elle est fermée. Dès qu'on a des données sensibles, elles sont sous clé. C'est toute cette politique de sécurité qu'il faut vraiment redéfinir. La stratégie de défense, effectivement, on a des gens qui sont à risque, des personnes qui sont très acculturées, identifier justement ces personnes, qu'elles soient référentes pour ces personnes à risque, plutôt que laisser la personne à risque se débrouiller toute seule. Et effectivement, la mise en place de procédures, le qui fait quoi, le RACI. Qui fait quoi? Qui fait un ordre de virement? C'est la comptable, c'est pas le patron de l'entreprise. On a vraiment tout un rôle de procédure, comme on peut voir dans des grandes DSI, où chacun a son rôle, le rôle est respecté, il y a du process, et il y a des process à minima à mettre en place aussi dans les petites structures. Et effectivement, les contrats d'assurance, on n'y pense pas souvent, mais il existe beaucoup de contrats d'assurance qui permettent aussi de se prémunir. Donc, les grandes dates du social engineering, l'idée, c'est pas de pointer du doigt des sociétés, c'est de vous renseigner ensuite au travers de ces sociétés, mais on n'a pas besoin d'être une petite entreprise ou un monsieur Henry.
dans des grands groupes avec des gens formés. On a beaucoup de formations, on nous rappelle les consignes, on reçoit assez souvent des coms. Et bien malgré tout, il y a des grands groupes qui se font avoir. Alors je vous renverrai vers KPMG, expertise comptable, fraude au président, 2 adresses mail créées, président du directoire, la personne qui est censée envoyer les coordonnées bancaires. L'attaque s'est produite vis-à-vis d'une secrétaire comptable qui a en 8 virements envoyé 7,6 millions d'euros. Comment ils s'en sont aperçus? Une discussion anodine entre 2 dirigeants. On peut parler de Facebook, je pense qu'on l'a tous, Facebook. 50 millions de comptes piratés, plus les comptes par dépendance. Je me connecte à Instagram avec mon compte Facebook et ainsi de suite. Ils ont profité d'une faille de sécurité sur une mise à jour du flux vidéo. Voilà, ils ont récupéré des tokens d'authentification. On arrive à ce résultat-là. Donc des pertes financières, mais pour Facebook, autant vous dire que c'est pas très très grave en soi. Mais une grosse perte de confiance dans les utilisateurs, parce qu'on s'imagine qu'on est complètement sécurisé, toujours. Ce qui se passe après l'écran, on ne sait pas trop, entre moi et mon PC, il ne se passe jamais rien. SolarWinds, effectivement, injection de code chez un éditeur logiciel. La distrib s'est retrouvée chez des clients. 18 000 clients contaminés, découverte après 9 mois. Kezia, effectivement, introduction à distance sur du VGA. Ils ont passé où l'interface web, commande de déploiement. C'est des centaines de milliers de machines qui ont été touchées, dont une chaîne de magasins, 800 magasins fermés, complètement paralysés. Ils ont mis la clé sur la porte, c'était en Allemagne. Alors ils avaient un modèle un peu bizarre, parce que c'était du ransomware. C'était 50 000 euros par victime, ou tant de millions d'euros par société touchée, ou alors au global, des millions et des millions d'euros. C'est-à-dire qu'ils ont proposé un truc à la carte. Voilà, chacun était libre de faire ce qu'il voulait. Et on peut parler de grands acteurs. Alors, il ne faut pas leur faire de pub, mais c'est quand même des gens qui sont plutôt connus. Ulcan, un activiste, qui a procédé à l'extraction de dossiers judiciaires, de casiers judiciaires de personnalités françaises, avec un téléphone et le jargon policier. Un téléphone et le jargon policier. Bon, il a fait aussi un peu d'attaque DDoS vis-à-vis de certains sites de presse en lien avec sa cause. Bref. Kevin Mitnick, donc 17 ans, introduction dans un central téléphonique aux États-Unis, vol de logging et de mot de passe. Il est en capacité d'écouter tous les États-Unis. 17 ans. Il a commencé à 12 ans dans un bus, faut le savoir. Accès illégal aux banques de données clients de grandes entreprises. Et donc ça lui a valu le fait d'être parmi les 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI. Mais en intro, je vous disais, il y a un truc qui fonctionne bien avec le social engineering, c'est quand même le culot. Je ne sais pas si vous connaissez la taxe carbone et l'arnaque de la taxe carbone avec la série Netflix, l'arnaque, les rois de l'arnaque, je crois. Donc elle est assez simple, une volonté de l'Union européenne de réduire les gaz à effet de serre. Donc ils ont mis en place des quotas au sein de l'Union européenne pour les sociétés qui étaient polluantes, et avec une possibilité de se vendre des quotas entre sociétés. Celle qui pollue plus peut acheter des quotas, celle qui pollue moins. Voilà. Donc il y a des petits malins qui ont appliqué une vieille recette, c'est la TVA carrousel, c'est-à-dire qu'ils ont créé des fausses sociétés au travers de fausses identités, en utilisant notamment des prête-noms. Ils ont acheté des quotas carbone au sein de l'Union européenne, hors taxe. Ils les ont ensuite revendus en France, TTC. À chaque transaction, c'était 19,6. Par rapport à l'arnaque à la TVA classique, ici, on n'a aucun bien matériel. Il n'y a pas de douane, il n'y a rien. C'est que des transactions numériques. Il y avait BlueNext qui gérait cette bourse-là. Et en plus, ils ont permis de créer des sociétés de gestion de façon simplifiée, un peu partout. Il y a des petits malins qui se sont engouffrés dans la brèche. Le préjudice, 1,6 milliard pour la France, 5 milliards à l'échelle européenne. Juste pour des transactions à hauteur de 19,6 à chaque transaction. 9 mois pour s'en apercevoir. Donc voilà, j'en ai fini pour ma partie. J'espère que ça aura été plus clair pour vous. Vous vous sentirez sensibilisé, que quand vous rentrerez chez vous, vous prendrez soin de vos proches.
Et vous arriverez à prendre cette hauteur qui permet de se protéger, de se préserver. Merci à vous. Merci Jean-Yves. Vous pouvez revenir Jean-Yves. Tu peux revenir. Eh bien merci à tous. Alors on va passer à la petite partie questions. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, que ce soit aux deux intervenants ou à nous. C'est comme d'habitude, le plus dur c'est le premier qui se lance. Ah, j'ai un candidat. Voilà. J'ai un candidat. Applaudissez-le. Applaudissez-le quand même. Merci jeune homme. J'ai une petite question, juste votre avis sur concrètement qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se protéger plus dans le futur. Actuellement, il y a quelque chose, mais il n'y a pas des masses de trucs. Est-ce que, surtout dans le futur, on aura plus des moyens techniques de se protéger des effets du social engineering, ou est-ce que c'est plus via la sensibilisation, la formation des gens, etc. Alors, les moyens techniques, ils sont en perpétuelle évolution. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un petit malin qui va trouver une solution de contourner les choses. Au travers du social engineering, c'est l'humain le problème. C'est-à-dire que le seul moyen d'arriver à parer au social engineering, c'est une prise de conscience collective. C'est observer autour de soi. Combien de fois vous êtes retrouvé dans un restaurant et vous entendez le papy qui dit « Ah, t'arrives pas à ouvrir mon téléphone, mon copine, c'est 1, 2, 3, 4 ». Voilà, c'est de l'acculturation en fait qui fera que. Les moyens techniques, ils existent, ils sont en perpétuelle évolution. Et il y a toujours des petits malins qui sont à la recherche en permanence de failles et d'ouvertures. Donc c'est le chien qui se mord la queue. Et je pense que le seul moyen, c'est d'acculturer les personnes, de sensibiliser et de se retrouver à faire des conférences comme ça. Ok, merci. Je peux poser une question vis-à-vis des assurances. C'est la première fois que j'entends parler d'assurance cyber. Ça encadre quel type de problématique? Alors, comme toutes les assurances, effectivement, ça reste des assurances, donc c'est un contrat à bien lire. Mais elles sont capables de couvrir la perte financière, la perte de données, et généralement la communication auprès des sociétés qui sont touchées. Je suis une société A, je fais de l'infogérance, les autres sont touchés. Elles sont capables de mener toute cette campagne de publication qui coûte très très cher. Prévenir toutes les entreprises avec qui on travaille, c'est onéreux. Surtout que généralement les mesures c'est du cloisonnement, hein. On cloisonne le système d'information pour pas que ça se propage. Ok. Et vis-à-vis du RGPD, c'est l'assurance qui est capable de gérer le genre de signalement en cas de... Alors j'ai pas entendu le début de votre phrase. Vis-à-vis de la RGPD, s'il y a une compromission des données, une publication par exemple, est-ce que c'est l'assurance qui gère le signalement, simplement? Comme tout contrat d'assurance, en fait, l'assureur a des contraintes, et vous avez des engagements vis-à-vis de l'assurance. Donc, c'est comme un accident de voiture, s'ils sont capables de vous dire, ils trouvent une faille en disant « Vous n'avez pas respecté les règles, monsieur, on ne vous rembourse pas », ils ne vont pas se gêner. Hein. Donc la RGPD, ce n'est pas l'assurance qui la met en place, c'est l'entreprise. Moi j'ai une petite question aussi, c'est... dans le cadre où si l'un de nos proches, ou même nous, on se fait avoir par une de ces techniques, qu'est-ce que vous nous conseillerez de faire à l'instant T? Alors, déjà, si un de vos proches se fait avoir, il faut que, comme je l'ai dit au début, avec les 4 cycles, on va dire, les 4 boules qu'on avait, donc récolte, etc., l'extraction, si par exemple elle se fait avoir, donc la personne se fait avoir dedans, il faut qu'elle ait connaissance en fait des données ou de l'ampleur de l'attaque. Bien évidemment, si par exemple c'est son téléphone par exemple, pour le téléphone, on a tous les données, etc. Là, bien évidemment, il faudra prendre les mesures nécessaires puisque si on a volé le téléphone, on a les données bancaires, il faut déjà procéder en premier lieu sur la réinitialisation de tous ces mots de passe. Idéalement, on devrait utiliser un mot de passe unique par site, mais bon. Voilà. Ensuite, il faut aussi également sensibiliser et informer ses proches. Je me fais voler des informations confidentielles, je me fais voler mes informations personnelles. Ça peut également être utilisé pour attaquer mes proches. On peut également aussi contacter certains organismes, puisque nos informations bancaires ou nos cartes d'identité, notre carte d'identité ou nos informations d'identification peuvent être utilisées par la suite pour contracter des crédits en nos noms. Et donc, ces informations,
on doit directement alerter au plus tôt en fait les différents organismes bancaires notamment. Et justement, pour compléter un peu la vision bancaire, vous êtes déjà retrouvé de vous rappeler votre banque? Qu'est-ce qu'on vous demande? Généralement, si j'appelle ma banque, j'ai besoin d'informations, la personne, elle me demande quelque chose. Nom, prénom, date de naissance, adresse mail. Vous pensez que ces données, elles ne sont pas présentes sur Internet? Cherchez-les. Posez-vous les bonnes questions derrière. C'est cette démarche-là qu'il faut avoir. J'ai une petite question en ligne. Quels seront d'après vous les prochains objectifs des pirates pour contourner la sensibilisation que vous nous offrez actuellement? Alors qu'elle soit technique ou autre, d'après vous, jusqu'où ça va aller? Ma sensibilisation à moi? Non, celle que vous nous offrez ce soir justement. Non, ils auront toujours possibilité d'eux. L'arnaque existe depuis la nuit des temps. Elle existait déjà au Moyen-Âge. C'est pas parce qu'on a intégré du numérique qu'il y a quelque chose qui a changé. Le culot, raconter n'importe quoi, s'acculturer sur les gens. C'est un cercle sans fin en fait. Ils auront toujours possibilité d'eux. Et le meilleur moyen de se préserver, sans tomber dans l'extrême, le zéro trust, que moi j'ai mis en place par exemple pour une personne assez âgée, parce qu'effectivement elle avait son petit compte, on lui a installé Facebook pour qu'elle puisse faire de la visio. La bonne technique, c'est le zéro trust, on publie rien, on s'acculture, on googlise assez souvent soi-même, ses proches, on fait des associations de mots permettant d'essayer de remonter. Et le meilleur moyen d'être tranquille, c'est d'être invisible, mais c'est très compliqué dans le monde où on vient. Et sorti de 2 ans de Covid où tout le monde a surcommuniqué, je pense que les impacts dans 1 an, on en reparle. La petite courbe, elle sera beaucoup plus au-dessus. Ok, j'ai un autre candidat. Il a déjà posé une question, mais... Tant qu'on y est, autant parler. Vous parlez pas mal de la conscience des informations qu'il y a sur nous sur le net. Est-ce que vous avez des moyens faciles à donner pour quelqu'un de lambda de chercher les infos? Bon, il y a la recherche sur Google toute simple, mais est-ce qu'il y a peut-être des outils ou des méthodes un peu particulières pour trouver assez facilement des infos? Alors là, pour le coup, la RGPD va nous aider. Grâce à la RGPD, on a le droit en fait de demander aux services tiers, Google, Facebook ou autre par exemple, les données que eux ils maîtrisent chez nous. Donc à partir de là, on a déjà une bonne base. Puis si on veut aller plus loin, il existe des services spécialisés dans la veille de data leak, c'est-à-dire dans la veille de compromission de compte, de login ou de mot de passe. Et donc, en souscrivant à ce genre de service, vous pourrez en fait monitorer, surveiller en fait la revente de vos informations personnelles sur des sites parallèles. Et pour compléter, même si vous arrivez à être invisible sur Internet, gardez à l'esprit qu'il y a des archiveurs du web. Il faut bien le garder à l'esprit. C'est-à-dire, j'ai viré ma donnée, mais il y a des gens qui stockent de la donnée archivée. Et donc, il faut peut-être aller aussi voir sur ces différents sites. Je pense qu'on peut encore faire 1 ou 2 questions. Ouais, excuse-moi Anthony, je me permets juste de compléter. Alors pour rechercher efficacement les informations qui vous concernent sur Google, vous avez les Google Docs. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait c'est une manière de tout simplement rechercher des mots-clés et focaliser le contenu qui sera affiché uniquement sur ces mots-clés-là. Donc à ce moment-là, vous pouvez vraiment centraliser votre recherche sur vous ou un de vos proches pour trouver efficacement les services dans lesquels ils sont présents. Du coup, moi j'avais une petite question notamment sur le phishing et le spear phishing dont vous avez parlé en première partie. Est-ce que les fournisseurs réseau, que ce soit sur les réseaux sociaux, les fournisseurs télécoms, le Google, ce genre de choses, n'ont pas de moyens pour bloquer ce phishing ou spear phishing? Ou est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont mises en place, même au niveau national, sur toutes les sociétés télécoms pour les messages, ce genre de choses? Alors, on a tout ce qui dit bien évidemment les anti-spam ou autres par exemple qui vont détecter les phishing et spear phishing. Le problème, imaginons qu'on a des vagues de phishing qui commencent par exemple à 9h dedans. Le temps que l'information soit remontée, les télémétries soient remontées et analysées, les premières personnes, eux, ne vont pas être protégées. Et là, en fait, c'est un problème ici à ce niveau. Concernant après les spear phishing, vu qu'il est réellement ciblé ou autre, il faudra ici une bonne solution de protection ici pour pouvoir remonter cette alerte et dire « Ok,
j'ai quelque chose ici de suspicieux par rapport à des règles configurées chez le client ou chez nous dedans, et donc qui vont nous aider en fait à bloquer. Mais dans le phishing ou le spear phishing, les premières heures sont toujours les plus cruciaux. Et je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Alors ma question c'est par rapport à l'industrialisation de toute la malveillance qui tourne autour du SI, enfin de l'informatique. Pensez-vous qu'aujourd'hui le social engineering peut être autant commercialisé et autant exploité qu'un ransomware ou un malware qui traîne sur le net? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui que les techniques sont bien rodées et qu'ils sont souvent très industrialisés avec sélection à la carte, etc. Est-ce que pour le social engineering, vous pensez qu'il y a ce genre de business? Alors, qui fait du social engineering généralement à des fins qui sont complètement différentes? On a potentiellement, alors c'est déplorable, mais des groupes terroristes, des groupes mafieux. On a des groupes spécialisés, donc des personnes qui généralement rendent des services à des sociétés tierces. Et puis on a l'individu lambda. Et on a un outil qui est magnifique pour l'individu lambda, et c'est vraiment triste, c'est YouTube en fait. Tapez social engineering tuto. Et c'est ce genre de problématique qui fait que certains se jettent dans la brèche. Ils tiennent pas très très longtemps, hein, ils vont rapidement en prison, je vous rassure. Mais je pense qu'effectivement, le social engineering par rapport à une cyberattaque, c'est pas deux choses différentes. Mais avant d'arriver à mener une cyberattaque au sens informatique, il faut quand même un minimum de prérequis techniques et être quand même en expertise. Le social engineering, c'est à la portée de tout le monde. Quand je parlais des rois de l'arnaque, il y en avait un, il savait pas lire, pas écrire. Il pensait que la taxe carbone, c'était quelque chose pour les pompiers. On en est là. 1,6 milliard, 5 milliards à l'échelle à l'UO. Alors, ça répond à votre question? Alors, je dirais que non, parce que le social engineering, ça fait appel à un truc qui s'appelle la collecte de données. Si on regarde bien, si on s'intéresse au mot de passe par exemple, bon, vous avez effectivement des algorithmes qui permettent, en fonction des données collectées, d'aller vous générer des mots de passe type. Je rentre le nom du chien, le truc, le bidule, le nom de la femme, on va se retrouver avec du M majuscule et de l'arrobase à la fin. Par contre, arriver à industrialiser du social engineering, qui est une approche humaine, il faut vraiment identifier les faiblesses de la personne en face. Donc c'est compliqué d'industrialiser du social engineering, à mon sens. Après, effectivement, le phishing, tout ça, on peut tout industrialiser. Mais une vraie approche de collecte de données ciblée sur la personne en vue de lui faire déclencher une action, c'est un humain face à un humain en fait. Et c'est compliqué d'industrialiser ça. C'est mieux ? Alors vous l'aurez compris, au centre du social engineering se trouvent les hommes, les êtres humains. A priori, on est tous concernés parce qu'on a tous des biais cognitifs et c'est ces leviers-là, comme vous l'a démontré Jean-Yves et Brian, c'est ces leviers-là, donc les biais cognitifs qui sont exploités par les attaquants. Et pas de bol, on est tous concernés et c'est pour ça que ça marche aussi bien en fait. Et pour se prémunir, on en a discuté, mais finalement, à l'heure actuelle, il existe pas énormément de choses, d'autres que la sensibilisation. Il s'avère que ça reste le moyen le plus efficace de se prémunir. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on est en train de faire ce soir. Donc on ne peut que vous encourager finalement à reproduire ce type d'événement, que ce soit des conférences ou simplement entre vous, vos proches, vos entreprises. Comme dit, on est tous humains, on a tous des biais, et donc on est tous concernés. Je dirais même qu'on est tous ciblés. Voilà. Donc j'espère que le contenu délivré pendant cette conférence vous aura permis de vous sensibiliser sur la question, que ça a été suffisamment complet, et je passe la parole à mon collègue Raphaël. Pour clôturer un petit peu la conférence, vous savez que nous sommes des étudiants, hein, vous êtes une majorité d'étudiants ici, donc on aurait souhaité que vous puissiez remplir un retour d'expérience. Donc c'est un QR code,
Bon, voilà, hein. On vous l'a présenté. Il ne faut pas toujours faire confiance au QR code. On vous a déposé des feuilles pour remplir les retours d'expérience. Donc voilà, encore un grand merci à vous, un grand merci à tous nos partenaires qui ont bien voulu nous faire confiance, autant financièrement qu'en termes de contenu. Merci à Brian, merci à Inetom, OCI, Adista, SOS Futur qui a fait un travail formidable concernant la régie. Et voilà, maintenant je vais appeler notre chef de projet, Loïc Mathieu. Je pense qu'il mérite de grands applaudissements. C'est allumé, c'est bon ? Allô, allô ? Vous m'entendez bien, ouais ? Bonsoir à tous. Je crois que j'ai pas vu tout le monde, du coup, ravi de vous rencontrer. Je suis ravi de vous dire que j'ai pu faire cette conférence avec donc tous mes collègues de cette promo, et donc je les remercie d'avoir aussi bien travaillé, et j'espère que le contenu vous aura plu en tout cas. On va également remercier nos intervenants qui ont fait un boulot incroyable, qui est en dehors de leurs heures de travail, donc c'est vraiment très sympa de leur part. J'aimerais bien que vous les applaudissiez également, si vous voulez bien. Je vais inviter tous les gens de la promo à descendre et venir avec moi sur scène, malgré que vous n'ayez pas très envie, mais c'est comme ça. Je vous laisse pas le choix. Je finis juste, j'en ai pour 10 secondes, je remercie le public et c'est bon. Donc voilà, cette magnifique promo. Si vous ne les connaissez pas, on est du coup la promotion MSI L12 au CESI. Et donc voilà, c'est tous ceux qui ont travaillé pour organiser ça aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous remercie également à vous de vous être déplacés du coup, parce que vous étiez quand même 90 et donc ça nous fait très chaud au cœur d'avoir pris le temps de venir pour cette conférence. Je vais passer la main à Lucas du coup. Ouais, bah alors encore une fois, merci. Hein. Et pour ceux d'entre vous qui auraient eu la magnifique occasion de croiser Rick Astley ce soir, bah c'est pas bien. Aujourd'hui c'était juste une blague, mais demain ce sera vos passwords, donc faites attention. Merci à tous. Alors pour clôturer la conférence, on vous invite à aller déguster un petit buffet qui vous attend juste après et à profiter un peu de ce buffet pour réseauter un petit peu. Profitez-en, c'est le moment. Encore merci à tous.